Si vous avez déjà cherché des réponses dans les pages d'un livre de développement personnel, dans les paroles d'un thérapeute, ou même dans le silence d'une aube solitaire, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Certaines phrases n'éclairent pas seulement un chemin, elles ont le pouvoir d'un éclair qui brise les ténèbres en vous. Et lorsque ces phrases proviennent de quelqu'un comme Carl Jung, il ne s'agit pas de conseils génériques, mais de clés qui peuvent ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Aujourd'hui, je souhaite vous guider à travers un territoire où la psychologie se mêle à quelque chose de plus grand, de plus profond, presque spirituel. Et je tiens à vous promettre une chose. Si vous écoutez attentivement ce qui va être dit ici, vous ne ressortirez pas de cette expérience la même personne que vous étiez en y entrant. Jung n'était pas seulement un étudiant de l'esprit, c'était un explorateur de l'âme humaine, un homme qui a osé s'aventurer dans l'ombre, là où la plupart préfèrent ne pas entrer, et qui en est revenu porteur de symboles, d'histoires et de vérités qui, encore aujourd'hui, nous interpellent. Il croyait qu'en nous se trouve bien plus que ce que notre conscience nous permet de percevoir, et que la plupart de nos souffrances ne proviennent pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous ignorons de nous-mêmes. C'est là que le choc commence. Combien d'entre nous vivent des décennies entières sans jamais vraiment regarder en nous? Imaginez un instant que votre vie ressemble à une vieille maison. Dans la pièce principale, tout semble en ordre. Meubles propres, rideaux ouverts, lumière qui entre par la fenêtre. Mais Jung dirait que ce qui compte le plus se cache derrière les portes que vous gardez verrouillées, le sous-sol sombre où vous stockez des souvenirs que vous préféreriez oublier, la pièce close où reposent vos plus vieilles peurs, et le grenier rempli de rêves abandonnés que vous prétendez n'avoir plus d'importance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous gardez ces portes fermées? Est-ce la peur de ce que vous allez découvrir, ou la peur de ce qui changera en vous lorsque vous y serez? L'une des citations les plus puissantes de Jung dit « Ce à quoi vous résistez persiste, relisez-la, mais cette fois ressentez-la. » Combien de fois avez-vous tenté d'ignorer une douleur, espérant qu'elle disparaisse pour finalement la voir revenir encore plus forte? Combien de fois avez-vous fui une pensée pour qu'elle vous hante jusque dans vos rêves? Cette phrase est presque cruelle par sa simplicité. Elle nous montre que ce que nous évitons d'affronter prend racine en nous. C'est comme si chaque fois que nous tournons le dos, nous arrosions ce que nous voulons détruire. Et c'est là que commence le premier conflit. Si ce à quoi nous résistons persiste, pour changer les choses, il ne suffit pas de fuir. Il faut le regarder en face. Mais êtes-vous prêt à le faire? Prêt à affronter non seulement les bons souvenirs, mais aussi ceux qui ont façonné le pire en vous? Jung a également dit « Ceux qui regardent dehors rêvent, ceux qui regardent en eux s'éveillent ». Cette expression n'est pas seulement jolie, elle est provocatrice. Que signifie s'éveiller après tout? Ce n'est pas se réveiller d'un sommeil ordinaire. C'est émerger d'une transe dans laquelle nous vivons sans nous en rendre compte, répétant des schémas, réagissant automatiquement, croyant que les circonstances nous contrôlent. S'éveiller, c'est réaliser que, même sans rien changer extérieurement, notre vie peut changer radicalement si nous changeons notre façon de la voir intérieurement. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que regarder à l'intérieur, c'est comme allumer une lumière vive dans une pièce en désordre. On y voit de la poussière, des toiles d'araignée, des fissures dans les murs. Et le plus inconfortable, on réalise que c'est nous qui avons laissé tout cela s'accumuler. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent rêver de solutions extérieures, espérant qu'un nouvel emploi, une nouvelle relation ou un voyage changeront tout. Mais Jung souriait et disait « On peut parcourir le monde entier, mais si on ne se traverse pas soi-même, rien ne change vraiment. » Il y a une autre de ces citations qui porte le poids d'un diagnostic
et la force d'un remède. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. C'est comme dire « tu n'as aucun contrôle et tu ne t'en rends même pas compte ». Ne désigne, combien de décisions as-tu prises librement, mais guidées par des peurs dont tu ignorais l'existence? Combien de personnes as-tu repoussées parce qu'au fond de toi, ton ombre te murmurait qu'il n'était pas prudent de leur faire confiance? Combien d'opportunités as-tu refusées parce qu'une part de toi-même te criait que tu ne pouvais pas? L'inconscient est comme une rivière souterraine. Invisible, il façonne la terre sous vos pieds. La proposition de Jung est radicale, éclairer ce royaume souterrain. Mais il y a un prix à payer. Vous pourriez découvrir des choses qui vous déplaisent, des souvenirs que vous avez déformés pour perdurer, des désirs que vous avez préféré nier, des fragilités que vous avez tenté de cacher, même à vous-même. Êtes-vous prêt à payer ce prix pour atteindre votre liberté intérieure? Si vous ressentez déjà un mélange de curiosité et de malaise, c'est que Jung a visé juste. Il ne voulait pas seulement que vous compreniez ces mots, il voulait que vous les ressentiez. Il voulait qu'ils attisent des blessures dont vous ignoriez peu être l'existence. Car, selon lui, la guérison commence là où l'on cesse de se mentir à soi-même. Et voici une dure vérité. Aucun psychologue, aussi brillant soit-il, ne peut faire ce travail seul. Il peut vous guider, vous questionner et vous montrer la voie. Mais traverser le pont, c'est votre travail. Jung croyait que chaque personne porte en elle un guide intérieur, un archétype de sagesse qui attend d'être entendu. Ce guide ne s'exprime pas avec des mots doux, mais avec des vérités brutes. Et c'est souvent pourquoi nous choisissons de l'ignorer. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelle est la question qui vous effraie le plus? Peu. Être-ce qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie? Ou pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs? Jung dirait que ces questions sont des portes vers la connaissance de soi. Mais ouvrir une telle porte, c'est comme libérer un lion pris au piège. On ne sait jamais exactement ce qu'il fera une fois libre. C'est peu être pour cela qu'il a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Une vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Pensez-y. Combien de rêves avez-vous mis de côté par peur? Combien d'amour avez-vous laissé filer parce que vous ne vous sentiez pas prêt? Combien de projets n'ont jamais démarré parce que vous attendiez le bon moment? Et que se passerait-il si le bon moment était maintenant et que vous ne le réalisiez tout simplement pas? Je sais que cela peut être inconfortable, mais c'est précisément cet inconfort qui ouvre la voie à la transformation. Jung ne voulait pas simplement accumuler des connaissances, mais devenir quelqu'un qui vit différemment. Il croyait que chaque véritable rencontre avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était un pas vers la plénitude. Et c'est ce que nous ferons tout au long de ce voyage. Nous explorerons 11 citations plus puissantes que des années de thérapie conventionnelle, non pas parce qu'elles remplacent un psychologue, mais parce qu'elles peuvent réveiller en vous un thérapeute intérieur que personne ne peut faire taire. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous lancer un défi. Et si la phrase qui changerait votre vie était parmi celles que vous entendriez ensuite, mais que vous décidiez de vous arrêter là, et si une seule idée, entendue au bon moment, pouvait vous empêcher de vivre 10 années supplémentaires en mode pilote automatique, auriez-vous le courage de continuer? Si c'est le cas, respirez profondément. Car la prochaine étape ouvrira des portes que jusqu'à présent vous aviez gardées fermées par peur de ce qui pourrait se cacher derrière. Et c'est précisément là que réside votre véritable pouvoir. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que l'on porte un poids excessif. Ce n'est pas seulement physique, ni seulement émotionnel.
C'est un poids invisible qui s'accumule à chaque inquiétude, à chaque attente envers les autres, à chaque tentative de contrôler ce qui n'a jamais été à notre portée. Jung nous en a avertis indirectement, mais avec force. Vouloir tout contrôler est le meilleur moyen de perdre la paix. Et la question qui se pose est simple, mais dérangeante. Pourquoi persistons-nous à mener des batailles que nous ne pourrons jamais gagner? Peut-être parce qu'on nous a appris dès notre plus jeune âge que la valeur d'une personne réside dans sa capacité à tout gérer. Avez-vous déjà remarqué que cette phrase, si souvent répétée, est en réalité du poison déguisé en vertu? Elle crée un schéma impossible. Si nous ne maîtrisons pas toujours la situation, nous nous sentons faibles, incompétents, voire inutiles. Et c'est précisément là que la vie commence à nous écraser. Jung a compris une chose que peu de gens acceptent vraiment. Le contrôle absolu est une illusion. Nous avons la capacité de décider comment réagir à ce qui nous arrive. Et c'est tout. Le reste est une mer agitée sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Mais voyez comme c'est paradoxal. En lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous, nous commençons à ressentir une force différente, plus calme et plus profonde. Ce n'est pas un abandon, c'est de la maturité. Prenons l'exemple d'une personne de 45 ans au plus fort de ses responsabilités. Enfant, travail, s'occuper de parents âgés. Elle se réveille déjà en pensant aux factures, aux problèmes à résoudre, à l'avenir qui n'est pas encore arrivé, mais qui l'effraie déjà. Imaginez maintenant que cette même personne décide pendant une semaine de se demander plusieurs fois par jour « Est-ce que cela dépend de moi ?» Cette simple question, même si elle paraît naïve, commence à faire basculer le poids des choses. Si la réponse est non, elle lâche prise. Si c'est oui, elle agit. Petit à petit, elle réalise que ce qui l'envahissait n'était que du bruit, et que le silence intérieur qui émerge de ce filtrage est libérateur. C'est l'esprit de la première clé majeure de cette section. Distinguez ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. Et croyez-moi, cette distinction est plus profonde qu'il n'y paraît, car en vous concentrant uniquement sur ce qui vous appartient, vous commencez à vous protéger d'un épuisement invisible qui ronge lentement l'âme. Une autre citation de Jung, qui résonne profondément ici, est « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ce n'est pas seulement une jolie phrase à partager sur les réseaux sociaux, c'est une invitation à réorganiser toute votre vie. Et pour comprendre l'impact de tout cela, imaginez une autre scène. Un homme de 60 ans, récemment retraité, qui a toujours vécu pour remplir ses obligations. Il a tout fait bien. Il a travaillé dur, subvenu aux besoins de sa famille, payé les factures. Mais maintenant, assis sur sa véranda, il ressent un profond vide. Que lui a-t-il manqué? Il n'a pas regardé en lui plus tôt. Il n'a pas reconnu ses propres désirs avant qu'il ne soit trop tard. C'est le piège de toujours vivre à l'extérieur. Un jour, le monde vous retire les rôles qui vous occupaient, et le silence qui persiste révèle à quel point vous vous êtes oublié. Et c'est être l'un des plus grands avertissements que Jung puisse nous donner. Si vous ne regardez pas à l'intérieur maintenant, le moment de le faire viendra, mais il sera être trop tard pour récupérer ce que vous avez perdu. Un autre enseignement essentiel de Jung, qui s'inscrit parfaitement ici, est l'importance de se libérer de certains désirs pour atteindre la paix véritable. Il ne parlait pas d'éliminer l'ambition ou la volonté de vivre, mais de se libérer de ces désirs qui nous emprisonnent. Être constamment reconnu, aimé comme on aime, admiré dans chacun de ses gestes. Ce sont des désirs subtils, mais lourds de sens. Ils transforment chaque relation,
en une balance inégale, où nous mesurons constamment ce que nous donnons et ce que nous recevons. Si vous parvenez à vous libérer de ces attentes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos actions commencent à être motivées par votre intégrité et non par le besoin d'être applaudi. C'est ce que j'appelle vivre de l'intérieur. Pour y parvenir, voici un exercice puissant. Chaque soir, avant de vous coucher, notez dans un carnet tout ce que vous avez désiré ce jour-là, du café parfait à l'attention d'une personne en particulier. À côté de chaque désir, écrivez « Est-ce que c'est à moi de décider ?» Avec le temps, vous réaliserez que la plupart ne le sont pas, et alors viendra la liberté. Vous vous demandez peu être, mais si j'élimine tous mes désirs, ma vie ne va-t-elle pas perdre sa couleur? C'est là toute l'erreur. Ce qui disparaît, ce n'est pas la couleur de la vie, mais le poids inutile qui vous empêchait d'en profiter. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Au début, on s'y habitue, mais quand on l'enlève enfin, on réalise qu'on peut aller plus loin et avec plus de facilité. Et il y a un dernier point que je souhaite aborder dans cette section, le courage d'accepter ce qui arrive. Jung disait que la souffrance ne vient pas seulement de ce qui arrive, mais aussi de la résistance que nous opposons à l'inévitable. Pensez au nombre de fois où quelque chose a mal tourné dans votre vie et où, après un long moment, vous avez réalisé qu'il était nécessaire d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi accepter n'est pas synonyme de se conformer. Accepter, c'est ouvrir l'espace pour transformer ce qui autrement n'apporterait que souffrance. Je sais que dire est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de pratiques quotidiennes, simples et cohérentes, qui nous aident à intérioriser ces concepts. Par exemple, choisissez un jour par semaine pour faire exprès de faire quelque chose d'inconfortable, se lever tôt, prendre une douche froide, engager une conversation difficile. Ces gestes sont de petits exercices d'entraînement pour faire face à l'imprévu. Lorsque la vie réelle vous réserve des défis bien plus importants, votre esprit aura déjà les muscles pour les surmonter. Mais si vous souhaitez aller au-delà de l'inspiration et transformer concrètement ces principes en quelque chose qui change votre vie, il existe une voie plus profonde. C'est précisément pour cela que j'ai créé cet e-book Méthode Lude de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Ce texte a été conçu comme un texte intime, presque comme un dialogue direct avec Jung, mais adapté à la réalité d'aujourd'hui, avec son bruit, ses pressions et ses incertitudes. C'est le pont entre la compréhension et la vie, entre l'admiration d'une idée et la perception de son impact sur votre quotidien. Pour que vous puissiez y accéder et commencer dès aujourd'hui, j'ai laissé le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il y a une citation de Carl Jung qui, lorsqu'elle est vraiment comprise, change complètement votre façon de voir la vie. Tant que vous ne prendrez pas conscience de l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. À première vue, cela peut sembler une observation philosophique lointaine, mais c'est en fait une révélation brutale. Beaucoup de vos choix, de vos réactions et même de vos accidents ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de schémas cachés que vous n'avez jamais osé regarder en face. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé à revivre une situation douloureuse, des relations qui se terminent de la même façon, des disputes qui suivent toujours le même scénario, des erreurs qui se répètent comme si elles étaient inévitables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela arrive? Il ne suffit pas de dire « c'est la vie » ou « c'était un coup de malchance ». Jung dirait que derrière tout cela, il y a un scénario invisible, écrit par votre inconscient, et que vous jouez simplement le rôle principal
sans même connaître toute l'histoire. Imaginez maintenant que votre esprit est comme une maison avec des dizaines de pièces, mais que vous vivez toujours dans la même. Les autres pièces sont là, pleines de souvenirs, de croyances, de souffrances et même de talents oubliés, mais vous n'y entrez pas. Pourquoi? Peu, être par peur de ce que vous y découvrirez. Peu, être parce qu'au fond de vous, vous sentez qu'en ouvrant certaines portes, vous découvrirez que l'image que vous vous êtes construite de vous-même n'est qu'une partie de la vérité. Seriez-vous prêt à affronter cette version plus complète et peu, être plus inconfortable de vous-même? C'est là que beaucoup de gens se détournent. Il est plus facile d'accuser le destin, la chance ou le comportement des autres. Il est plus confortable de garder les lumières éteintes et de faire comme si ce que l'on ne voit pas n'existait pas. Mais posez-vous la question, n'est-ce pas précisément dans cette obscurité que se cachent les réponses que vous cherchez depuis des années? Lorsque Jung parlait de l'inconscient, il ne faisait pas seulement référence aux souvenirs oubliés, mais aux forces vives qui façonnent notre quotidien. Il les appelait archétypes, des schémas universels de comportement et d'émotions dont nous héritons en tant qu'espèce. L'un d'eux, par exemple, est ombre, cette part de nous-mêmes qui contient tout ce que nous rejetons ou nions en nous. Le plus curieux, c'est que plus nous essayons de l'ignorer, plus elle se manifeste de manière déformée dans le monde extérieur. Combien de fois avez-vous ressenti une colère disproportionnée envers quelqu'un, même sans raison apparente, ou jugé sévèrement les actions de quelqu'un pour vous rendre compte plus tard que vous aviez déjà agi de la même manière? Ce sont des signes que l'ombre parle. L'ignorer ne la fait pas disparaître. Au contraire, cela ne fait que lui donner plus de force. Maintenant, j'aimerais vous poser une question directe. Si vous deviez nommer 3 traits de caractère que vous préférez cacher aux autres aujourd'hui, lesquels choisiriez-vous? Réfléchissez-y honnêtement. Cette réponse peut être trop gênante pour être gardée pour vous. Pourquoi ne pas écrire une de ces caractéristiques dans les commentaires, une seule, et voir comment elle résonne dans les réponses des autres? Vous pourriez être surpris de constater que vous n'êtes pas seul dans ce combat intérieur. Mais pourquoi est-il si important de mettre en lumière cette part d'ombre? Parce que même inconsciente, elle s'infiltre dans nos décisions et sabote silencieusement nos objectifs. C'est comme ramer à contre-courant. On se fatigue, mais on n'avance pas. En reconnaissant cette part de soi, elle cesse d'être un ennemi caché et peut devenir un allié, une source d'énergie brute qui, une fois intégrée, renforce notre authenticité. Et c'est là une rupture essentielle. Intégrer l'ombre ne consiste pas à éliminer ses défauts. Il s'agit de comprendre d'où ils viennent, comment ils se sont formés et comment les réorienter. Par exemple, l'entêtement qui détruisait autrefois les relations peut se transformer en persévérance dans la poursuite d'un objectif. La sensibilité qui vous faisait autrefois souffrir peut devenir la base d'une puissante empathie. Tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous trouvez en vous. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, les personnes les plus inspirantes que nous connaissons ont une histoire marquée par de profonds conflits intérieurs? Ce n'est pas une coïncidence. Elles ne sont pas spéciales parce qu'elles sont nées immunisées contre leurs ombres, mais parce qu'elles ont eu le courage de les surmonter et de les transformer en quelque chose de constructif. C'est un puissant rappel. Il n'y a pas de croissance sans traverser le terrain instable de la découverte de soi. Un autre concept fascinant de Jung est celui de personne, le masque social que nous portons pour interagir avec le monde. Il est nécessaire. Sans lui, la vie en société deviendrait quasiment impossible. Mais le problème commence lorsque nous nous identifions tellement à ce masque que nous oublions qui nous sommes sans lui.
Combien d'entre nous passent des décennies à se comporter comme le professionnel compétent, la mère dévouée, l'ami fidèle, mais, au fond, ont le sentiment que ce n'est pas tout. Voici une provocation. Si, demain, vous pouviez cesser de remplir le rôle que le monde attend de vous, que feriez-vous? Je ne parle pas de fuir vos responsabilités, mais de vivre selon votre propre essence. Cette question simple et dérangeante peut en révéler plus sur votre identité que n'importe quel test de personnalité. Si vous le souhaitez, partagez votre réponse dans les commentaires. Ne serait-ce qu'un mot, ce processus de distinction entre qui l'on est vraiment et les masques que l'on porte est libérateur. Mais il exige aussi du courage, car en retirant un masque, on s'expose, et s'exposer peut entraîner jugement, critique, voire rejet. Mais qu'y a-t-il de pire? Vivre en étant accepté pour ce que l'on n'est pas, ou être rejeté pour sa vérité. Nous pensons souvent nous connaître, mais cette version de nous-mêmes a été construite pour s'adapter au contexte dans lequel nous vivons. Jung croyait que l'individuation, le processus qui nous permet de devenir ce que nous sommes vraiment, est l'œuvre la plus importante d'une vie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'une destination finale, mais d'un voyage continu, riche en ajustements et en découvertes. Avez-vous déjà réalisé à quel point de petits changements intérieurs peuvent engendrer d'immenses transformations dans le monde extérieur? Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision basée sur vos convictions profondes, plutôt que pour plaire à quelqu'un ou suivre une norme sociale. Qu'avez-vous ressenti? Cela nous rappelle que chaque acte d'authenticité est une victoire silencieuse sur les mécanismes inconscients qui tentent de nous maintenir en pilotage automatique. Et la plus grande surprise peut être de réaliser que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de traumatisme ou de limitation, mais aussi un réservoir de potentiel inexploité. Combien de talents, d'idées et de possibilités n'avez-vous pas encore exploités simplement parce que vous ne les avez jamais laissés émerger? Que se passerait-il si vous laissiez ces forces émerger? L'invitation ici n'est pas de changer du jour au lendemain, mais de devenir un observateur attentif de soi-même. Observez vos réactions, identifiez les schémas récurrents, remettez en question ce qui vous semble trop normal. À chaque prise de conscience, vous reprenez un peu de contrôle sur votre propre histoire. Et peut-être, ce faisant, découvrirez-vous que ce que vous appeliez le destin n'était en réalité que votre inconsciente aux commandes et que c'est désormais vous qui tenez la barre. Il existe une citation de Jung qui a traversé des décennies et qui provoque encore un lourd silence lorsqu'elle est prononcée « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cela paraît simple, mais à y regarder de plus près, cette affirmation a un poids presque insupportable, car elle nous force à admettre que la plupart de nos décisions quotidiennes ne sont pas le fruit du libre arbitre, mais du conditionnement, des impulsions et des réactions automatiques que nous avons apprises tout au long de notre vie. C'est comme découvrir que l'on ne conduit pas vraiment la voiture, mais que l'on tient simplement le volant, tandis qu'une autre force invisible choisit la direction. Pour comprendre l'impact de cette affirmation, il suffit d'observer le monde dans lequel nous vivons. Selon une enquête de l'université Duke, environ 40% de nos actions quotidiennes ne sont pas des choix conscients, mais des habitudes automatiques. 40%. Cela signifie que près de la moitié de votre vie est guidée par un pilote invisible qui n'a pas toujours votre bien, être à cœur. Pire encore, nombre de ces habitudes sont le fruit d'expériences passées, de peurs et de croyances que vous n'avez jamais revues. Pensez à toutes les fois où vous avez décroché votre téléphone inutilement, juste pour combler un vide momentané,
ou manger quelque chose, non pas par faim, mais par anxiété, ou réagir sur la défensive face à quelqu'un, même sans véritable raison. Ces actes semblent anodins, mais répétés au fil des ans, ils deviennent des chaînes qui façonnent qui vous êtes et comment vous vivez. Et ce que Jung dit sans équivoque, c'est que tant que vous ne briserez pas ces chaînes, peu importe combien vous parlerez de liberté, elle restera une illusion. Je me souviens d'une histoire qui illustre parfaitement cela. Un homme nommé Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, a passé des années emprisonné dans des conditions indescriptibles. Il a perdu sa famille, sa carrière, sa santé, tout ce que le monde extérieur pouvait lui prendre. Mais il a découvert qu'il existait un territoire que les gardiens ne pouvaient atteindre. L'espace entre ce qui lui était arrivé et sa réaction, cet espace, disait-il, était celui de la véritable liberté. Jung aurait été tout à fait d'accord, car fondamentalement, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à choisir consciemment comment agir, même sous pression. Imaginez maintenant l'inverse. Vivre en réaction constante, comme une marionnette, dont les ficelles sont tirées par des émotions mal gérées. C'est ce qui arrive quand on laisse les impulsions, la colère et les désirs passagers prendre le dessus. Et n'allez pas croire que cela n'arrive que dans les situations extrêmes. C'est présent chez le conducteur qui change de cap dans la circulation, la mère qui reporte son stress professionnel sur ses enfants, le professionnel qui sabote sa carrière parce qu'il ne supporte pas la critique. Ces comportements ne reflètent pas qui vous êtes. Ils prouvent que vous n'avez pas encore acquis la maîtrise de soi. Il existe un fait curieux. Des études en neurosciences montrent que les émotions intenses peuvent temporairement réduire l'activité du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle et de la prise de décision. Autrement dit, lorsque vous explosez de colère ou cédez à la peur, vous avez littéralement moins accès à la partie de vous-même qui pourrait évaluer et agir clairement. Cela explique pourquoi tant de personnes regrettent des paroles prononcées ou des actions prises sous le coup de l'émotion. Le problème n'est pas le ressenti, mais le manque de structure interne pour décider quoi faire de ce que l'on ressent. Jung considérait cette maîtrise de soi comme un processus d'intégration. Il ne préconisait pas de réprimer ses instincts, ni de faire comme si certaines émotions n'existaient pas. Il croyait plutôt qu'il était nécessaire de les reconnaître, d'en comprendre les racines et de les transformer en quelque chose de constructif. C'est comme maîtriser un fleuve impétueux. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut construire des canaux pour que l'eau produise de l'énergie, irrigue les champs et alimente des éoliennes. L'énergie émotionnelle fonctionne de la même manière. Pensez aux personnes que vous admirez profondément. Nombre d'entre elles ne sont pas d'une nature très calme ou très zen, mais elles ont appris à utiliser leurs impulsions à leur avantage. Prenons l'exemple de la persévérance quasi obsessionnelle de Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique fonctionnelle, ou encore du courage de Nelson Mandela, qui a transformé des décennies d'emprisonnement en énergie pour changer un pays. Ces histoires montrent qu'être maître de soi ne signifie pas vivre sans intensité, mais plutôt maîtriser cette intensité avec conscience. Mais voici le choc. Ce contrôle ne s'obtient pas uniquement par la volonté. La volonté est comme l'essence d'une voiture, utile mais limitée. Ce qui entretient la véritable autodiscipline, c'est l'habitude de l'auto-observation. C'est réaliser au moment précis que l'on s'apprête à agir impulsivement et choisir une autre voie. Et cela ne peut se construire qu'avec une pratique constante, car le cerveau humain est malléable, mais résistant aux changements soudains. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous décidez de changer une habitude, les premières semaines sont les plus difficiles?
cela se produit parce que vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales, tandis que les anciennes tentent de vous ramener à ce qui vous est familier. C'est pourquoi beaucoup abandonnent prématurément. Ils prennent la résistance naturelle du cerveau pour un signe d'incapacité. Mais Jung nous rappelle que se maîtriser est un long processus et que chaque petite victoire est la preuve que l'on se rapproche de la véritable liberté. Et voici un aspect rarement évoqué. Être maître de soi n'est pas seulement une question de maîtrise de soi, mais aussi d'indépendance émotionnelle, vice du monde extérieur. À une époque où nous vivons entourés de stimuli, informations alarmantes, opinions polarisées, réseaux sociaux qui mesurent votre valeur en j'aime, rester centré est un acte de rébellion. La plupart des gens réagissent instantanément à ce qu'ils voient ou lisent. Rares sont ceux qui s'arrêtent, respirent et se demandent: est-ce que cela vaut vraiment la peine de dépenser mon énergie? Une enquête de l'APA, American Psychological Association, révèle que 60% des adultes déclarent ressentir un stress important lié à l'actualité et aux réseaux sociaux. Et pourtant, ils continuent à consommer ces contenus quotidiennement. C'est comme savoir qu'un aliment est mauvais pour la santé et le consommer malgré tout. Cela prouve que pour beaucoup, la liberté émotionnelle reste un objectif lointain et c'est peu être là le moment le plus inconfortable. Admettre que, à bien des égards, nous sommes des prisonniers consentants. Nous nous enfermons dans des routines, des pensées et des relations qui nous épuisent, mais nous y restons parce que c'est familier. Il est plus facile d'accuser les circonstances que de supposer que nous pourrions changer et de choisir de ne pas le faire. La proposition de Jung est inconfortable, car elle nous oblige à examiner cette complicité avec nos propres chaînes. Mais ce faisant, quelque chose commence à changer, car, face à la prison, on ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Et, petit à petit, on commence à en chercher les clés. Peut-être avez-vous déjà identifié des aspects de votre vie sur lesquels vous n'êtes pas maître. Il peut s'agir de votre gestion de la colère, de votre rapport à l'argent, de votre peur de dire non, ou même de votre santé. En prendre conscience est la première étape. La deuxième consiste à vous engager à observer vos schémas et à les interrompre dès que vous remarquez que vous agissez en mode pilote automatique. Jung savait que ce cheminement ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il savait aussi qu'à chaque choix conscient, on récupère une part de soi-même, jusque-là abandonnée aux forces automatiques. Et c'est dans cette récupération progressive que naît une liberté qui ne dépend ni du gouvernement, ni du marché, ni de la météo, ni de l'opinion d'autrui. Une liberté silencieuse, mais inébranlable. En fin de compte, c'est peu être cela, être son propre maître. Parcourir le monde avec la sérénité de quelqu'un qui sait que rien, ni le chaos extérieur, ni les bouleversements intérieurs, ne peut vous priver de votre capacité de choisir, car c'est là, comme l'a insisté Jung, la seule liberté que personne ne puisse vous enlever. Jung disait: la conscience ne sert à rien si elle ne se traduit pas en action. Et c'est précisément là que nous atteignons le point le plus critique de ce voyage. Vous avez déjà compris que des forces inconscientes façonnent votre vie. Vous avez déjà perçu le poids de l'ombre. Vous avez déjà reconnu que la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Mais que faire maintenant? Que faire de tout cela? La connaissance en elle-même est comme une carte conservée dans un tiroir. Elle peut même indiquer le chemin, mais elle ne mène nulle part. Il vous faut vous lever, saisir cette carte et marcher. Tout au long de ce que nous avons vu jusqu'à présent, des questions inévitables ont surgi. Comment affronter l'ombre sans s'y perdre? Comment cesser de réagir automatiquement à tout?
Comment transformer la connaissance de soi en véritable changement? Et être plus important encore, comment maintenir ces changements face aux inévitables tempêtes de la vie? La réponse de Jung, bien que profonde, est d'une simplicité déconcertante. Commencer par ce que l'on peut et maintenir là une constance. Peu importe la petitesse du pas, l'important est qu'il soit continu. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. Le changement n'est pas un acte isolé. C'est un processus de remplacement. On n'élimine pas un schéma néfaste en le rejetant simplement. On le remplace par quelque chose de nouveau, plus en phase avec ce que l'on veut devenir. Et cela exige une attention quotidienne, car l'ancien schéma tentera toujours de revenir, profitant précisément de ces moments d'épuisement et de vulnérabilité pour reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là que la plupart abandonnent, s'attendant à une transformation magique et instantanée. Jung ne promettait rien de tel. Il parlait d'un travail silencieux, répétitif, parfois douloureux, mais qui avec le temps produit des résultats si profonds qu'ils ressemblent à des miracles pour les non-initiés. Vous vous demandez être, mais comment savoir si je progresse? Sur ce genre de chemin, le progrès ne se mesure pas uniquement à de grandes réalisations visibles. Il se révèle souvent par de petites victoires que personne ne remarque. La dispute que vous évitez, non par peur, mais en choisissant la paix. Le jour où une critique n'affecte pas votre estime de soi. La décision de rejeter quelque chose qui viole vos valeurs, même en sachant que cela pourrait décevoir quelqu'un. Ces petites actions, accumulées, réécrivent votre histoire intérieure. Il est curieux de penser qu'en intégrant ce que l'on rejetait auparavant en soi, on ne devient pas parfait. On devient entier. Et l'intégralité est plus puissante que toute image de perfection. Car être entier, c'est vivre sans la guerre intérieure constante entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. C'est parcourir le monde avec le sentiment de n'avoir rien à prouver, car on est déjà en paix avec soi-même. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vie deviendra facile. Le chaos frappera à votre porte, comme toujours. On vous décevra. L'inattendu surviendra. Mais lorsque vous vous contrôlez, ces choses n'ont plus le pouvoir de détruire votre paix intérieure. Vous ressentirez être de la douleur, de la colère. Vous pourriez même tomber, mais vous ne vous perdrez pas. Et c'est là la véritable force intérieure dont parlait Jung. Pour illustrer cela, je souhaite partager une histoire vraie qui pourrait bien être n'importe laquelle d'entre nous. Une femme, après des décennies passées à vivre pour plaire aux autres, a réalisé qu'elle ne savait plus qui elle était. Lorsque ses enfants ont grandi et que son mariage a pris fin, elle s'est retrouvée seule, avec une maison silencieuse et une identité vide. Pendant des mois, elle a essayé de combler ce vide par des distractions, en vain, jusqu'au jour où, debout devant le miroir, elle s'est dit « Je ne sais pas qui je suis, mais je vais le découvrir ». Cette décision, simple mais ferme, a été un tournant. Elle a commencé à observer ses réactions, à écrire ce qu'elle ressentait, à affronter des souvenirs qu'elle avait toujours évités. Et, petit à petit, elle a pris conscience qu'il y avait en elle une force qui avait toujours été lamée, qui n'avait jamais été invitée à prendre le dessus. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne vit pas pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais pour être fidèle à sa propre essence. Cette histoire révèle une vérité, certes douloureuse, mais libératrice. Personne ne franchira ce pont à votre place. Aucun professeur, aucun livre, aucune vidéo ne peut accomplir le travail intérieur que vous seul pouvez accomplir. Ils peuvent guider, inspirer et provoquer, mais le chemin est solitaire. Et, paradoxalement, c'est dans cette solitude consciente que naît votre plus grande connexion au monde. Car, lorsque vous êtes entier,
Vous n'avez plus besoin de puiser l'énergie des autres pour vous sentir complet. Au contraire, vous commencez à offrir au monde une présence plus vraie et plus solide. Les statistiques montrent que plus de 80% des gens déclarent vouloir changer un aspect important de leur vie, mais moins de 10% parviennent à maintenir ce changement pendant plus d'un an. Connaissez-vous la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Ce n'est ni une question de talent, ni d'intelligence, ni de chance. C'est la volonté de se confronter à soi-même chaque jour, même sans applaudissements, même sans que personne ne le remarque. C'est un engagement silencieux envers le développement personnel, quelles que soient les circonstances, et c'est peu être là la plus grande leçon de ce voyage. Nul besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Nul besoin d'être sûr de quoi que ce soit. Il suffit de faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, car, à mesure que l'on avance, le chemin se révèle. Jung comparait ce processus à une marche avec une lampe de poche dans l'obscurité. La lumière ne révèle pas tout le chemin, seulement quelques mètres devant soi, mais en continuant à marcher, on en verra suffisamment pour continuer tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, l'ombre, l'inconscient, la personnalité, la maîtrise de soi, n'est pas une théorie admirable, mais des outils de vie. Vous tenez déjà entre vos mains les clés qui peuvent ouvrir des portes intérieures verrouillées depuis des années, et la décision de les utiliser vous appartient. Maintenant, comment faire pour que tout cela ne reste pas une réflexion agréable qui se perd dans la routine? C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Transformer toutes ces connaissances en un plan pratique, clair et approfondi, que vous pourrez appliquer au quotidien pour constater de réels changements. Je vous montrerai un processus, étape par étape, pour que chaque concept abordé jusqu'ici se transforme en action concrète, que chaque prise de conscience devienne une habitude et que cette transformation ne soit pas seulement momentanée, mais s'inscrive durablement dans votre identité. Tout au long de ce voyage, vous avez exploré des concepts qui, mis en pratique, ont le pouvoir de transformer profondément votre façon de vivre. Nous avons parlé de l'ombre, des pulsions inconscientes, de la liberté que procure la maîtrise de soi et de l'importance de se regarder courageusement en soi. Mais maintenant, le temps est venu de transformer tout cela en actions concrètes, quotidiennes et tangibles, car la connaissance sans pratique est comme une graine conservée éternellement dans un pot. Elle a le potentiel de porter des fruits, mais ne le fera jamais. Ce que je vous propose maintenant est un plan stratégique, à suivre non pas comme un manuel rigide, mais comme une carte vivante et adaptable, qui évoluera avec vous. La première étape est choisissez votre ancre parmi tous les enseignements que nous avons explorés. Choisissez celui qui résonne le plus profondément en vous. Il peut s'agir d'une phrase, d'un concept ou d'une image gravée dans votre esprit. Cette encre sera votre référence quotidienne. Notez-la sur un morceau de papier, gardez-la dans votre poche, sur votre miroir ou comme fond d'écran. Ce sera la phrase que vous répéterez dans les moments de doute pour vous rappeler qui vous choisissez d'être. La deuxième étape est créer le rituel de lucidité de 5 minutes. Chaque jour, sans exception, prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence. Pendant ce temps, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Qu'est-ce que j'évite? Et comment puis-je agir en pleine conscience maintenant? Notez vos réponses, même si elles sont brèves ou confuses. L'objectif n'est pas d'écrire quelque chose de beau, mais de créer un compte-rendu clair qui, au fil du temps, montrera vos progrès. La troisième étape est l'entraînement à l'inconfort volontaire. Une fois par semaine, faites quelque chose qui vous met volontairement mal à l'aise. Cela peut être prendre une douche froide,
Parlez à quelqu'un que vous évitez de rencontrer, passez une journée sans réseaux sociaux ou vous levez tôt pour marcher en silence. Cette pratique est essentielle pour renforcer votre résilience intérieure. Lorsque la vie vous réserve des défis inattendus, votre esprit s'habituera à ne pas fuir l'inconfort, mais à l'utiliser comme carburant pour grandir. La quatrième étape est intégrée dans l'ombre. Choisissez un comportement ou une réaction que vous essayez habituellement de cacher ou de nier. Au lieu de le réprimer, observez-le avec curiosité. Quand apparaît-il? Qu'est-ce qui le déclenche? Que cherche-t-il à protéger? En nommant et en comprenant ce côté, vous commencez à le transformer. Une bonne pratique consiste à écrire, à la fin de la journée, un bref dialogue avec cette partie de vous-même, comme s'il s'agissait d'une personne à part entière. Demandez-lui ce qu'elle veut, puis consciemment, décidez d'obéir ou non. La cinquième étape est protéger votre espace mental. Cela signifie limiter l'apport de stimuli qui alimentent l'anxiété, la comparaison ou la réactivité. Analysez les sources d'informations, les conversations ou les habitudes qui vous épuisent et fixez des limites claires. Cela peut consister à désactiver les notifications, à réduire l'exposition aux mauvaises nouvelles ou à mieux choisir à qui et à quoi vous parlez. C'est comme fermer les fenêtres d'une maison pendant une tempête, non pas pour nier la tempête, mais pour préserver ceux qui s'y trouvent. La sixième étape est pratiquer l'action congruente chaque jour, poser au moins une action, petite ou grande, qui correspond à la personne que vous souhaitez être, qu'il s'agisse d'un geste gentil, d'une décision difficile ou d'une conversation franche. L'important est que cette action soit intentionnelle, consciente et cohérente avec votre ancrage. Et enfin, la septième étape est évaluer et ajuster l'une fois par semaine. Asseyez-vous avec votre carnet et relisez ce que vous avez écrit ces derniers jours. Notez les schémas récurrents, les petites victoires et les résistances persistantes. Servez-vous-en, non pas pour vous juger, mais pour affiner votre chemin. La découverte de soi est un processus vivant et chaque ajustement vous rapproche de la vie que vous souhaitez vivre. En suivant ces étapes, vous ne vous contenterez pas d'appliquer les enseignements de Jung, vous les vivrez. Progressivement, vous remarquerez que vos réactions changent, que votre paix intérieure ne dépend plus des circonstances et que le poids des attentes extérieures diminue. Cela ne signifie pas que vous cesserez de ressentir de la douleur ou de la frustration, mais plutôt que vous disposerez des outils pour les gérer consciemment, sans vous perdre. Et si à ce moment-là, vous sentez que vous voulez aller plus en profondeur, que vous voulez avoir un guide quotidien pour soutenir et approfondir cette pratique, alors être-il temps de connaître le méthode LOD de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Ce programme a été créé pour que les principes que nous avons explorés ensemble cessent d'être de simples réflexions et s'intègrent à votre routine, même lors des journées les plus mouvementées. C'est une invitation à entretenir la flamme que vous avez allumée ici grâce à des exercices simples mais efficaces qui s'intègrent à tous les emplois du temps. Vous pouvez y accéder via le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question importante. Abonnez-vous à la chaîne Plénitude âme réflexion, aimez cette vidéo et partagez vos expériences ou questions dans les commentaires. Vous pouvez le faire anonymement si vous le souhaitez. Votre participation renforce non seulement votre propre cheminement, mais crée également un espace sûr où d'autres trouveront le courage de se lancer dans le leur.